culture et une civilisation. Alors, est-ce que ça... Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Sans plus tarder, nous allons prendre la direction de la salle Médicis où la Commission des affaires économiques du Sénat auditionne les ministres concernés par l'affaire de la viande de cheval. Tout de suite donc cette audition. Bon après-midi à tous. Sous la marque sur laquelle elle était vendue, c'est pas la peine de leur faire de la publicité, pas plus qu'à l'entreprise de transformation. En tous les cas, j'ai souhaité organiser cette audition pour éclairer la Commission. Je me félicite in fine que vous soyez venus à Troyes, en sachant que le ministre Le Foll, qui est à l'heure actuelle dans l'hémicycle sur le débat sur la ruralité et l'avenir des campagnes, nous rejoindra aussitôt que ce débat sera terminé. Bien, je pense que le plus simple est de suivre le fil conducteur, partir en fait de la fraude à la consommation, de parler ensuite de la transformation et ensuite de la production. Autrement dit, l'ensemble de la filière. Voilà le fil rouge que je vous propose, en vous rappelant quand même qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion entre une fraude sur la nature de la viande et qui n'engendre pas une crise sanitaire comme on a pu connaître. Il ne faut pas mélanger les choses et même, je le dis posément, avoir de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf est peut-être au niveau nutritionnel une meilleure solution. C'est moins calorifique et ça apporte plus de protéines au kilogramme. Non, mais je positif par rapport aux choses. Et arrêter cette espèce de phobie qui pourrait s'installer autour de la viande de bœuf et de cheval. Bien. Monsieur le ministre Hamon, vous avez seul la parole pour nous faire peut-être un rappel historique de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait et de ce qui est en train de se faire. Merci Monsieur le Président. Je vais vous rappeler pour commencer quelques éléments factuels sur cette enquête et sur les conclusions qui ont été celles du Service national des enquêtes de la DGCCRF, conclusions qui ont été transmises au parquet, et parquet qui, je crois, a décidé de diligenter une enquête, puisque aujourd'hui même, je crois qu'un certain nombre d'auditions sont en cours à l'entreprise Spanghero. La réalité, c'est que la DGCCRF a été alertée le 5 février par deux canaux différents. D'abord, les autorités luxembourgeoises. Le Luxembourg, où se situe l'usine Tavola, qui appartient au groupe français Comigel, et par Comigel elle-même, l'entreprise Comigel elle-même, qui a saisi les services de la DGCCRF de Moselle. Donc, par ce double canal, nous avons commencé des investigations, et des investigations qui nous ont amené à révéler quoi? Que dans cette filière qui remonte jusqu'à un abattoir en Roumanie et fait intervenir des intermédiaires et traders à Chypre et aux Pays-Bas, en l'occurrence une société qui s'appelle Drap Trading, deux entreprises françaises sont concernées par ce qui pourrait relever d'une tromperie économique de grande envergure, telle que nous l'avons commencé à la révéler, puisqu'elle met en jeu la commercialisation de plus de 4,5 millions de plats cuisinés dans 13 pays, 28 entreprises, ce qui est aujourd'hui assez considérable. Ces deux entreprises sont un importateur de viande, l'entreprise Spanghero, qui outre qu'il importe de la viande en France, d'une part en livre pour une partie à Comigel, qui lui, prépare des plats cuisinés de toutes sortes, mais d'autre part à une activité qui est une activité de transformation de cette viande, puisque la société Spanghero elle-même réalise un certain nombre de plats cuisinés et commercialise une partie de la viande donc au détail qu'elle a acheté sur le marché européen. Qu'est-ce que l'enquête que nous avons réalisée permet d'établir? Pour faire assez vite, puisque je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps en intervention liminaire, a été constaté que les palettes de viande, ou en tout cas les pains de viande qui entraient chez Spanghero étaient étiquetés avec un code douanier, qui est un code douanier que connaissent tous les professionnels de la viande. Ce code douanier, étant un code douanier utilisé en toute l'Union européenne, étant le code douanier de la viande de cheval, estampillé en provenance de Roumanie et avec une mention
qui disait que c'était BF, qui ne veut pas dire bœuf, mais boneless force, qui veut dire morceau d'animaux, en gros, avant d'animal désossé. L'étiquetage de ces produits arrivé chez Spanghero a attiré l'attention des enquêteurs du SNE et de la DGCCRF. Pourquoi? Parce que quand ils sortent de chez Spanghero pour aller chez Comigel, les mêmes pains de viande sont étiquetés avant de bœuf désossé et non plus BF, c'est-à-dire avant d'animal désossé, que l'estampille Roumanie a disparu pour indiquer viande provenant de l'Union européenne, et de surcroît on trouve aussi sur un certain nombre de ces factures un code douanier qui n'est pas le code douanier de la viande de cheval, mais cette fois-ci le code douanier de la viande de bœuf. Suffisamment de faits et un faisceau d'indices, on va dire, graves et concordants, qui laissent entendre qu'un certain nombre de dirigeants de Spanghero auraient pu connaître ou connaissaient le fait, ou savaient parfaitement qu'ils achetaient de la viande de cheval pour la revendre au prix de la viande de bœuf. Qu'est-ce qui a alerté également les agents du service national d'enquête? Le prix d'achat de ces pains de viande, puisqu'ils sont achetés très en deçà ou à un prix étonnamment sous la moyenne des prix de la viande de bœuf sur le marché européen, et revendus par contre au prix de la viande de bœuf, les professionnels du secteur nous disant que la marge qui est réalisée par les professionnels à cette étape est autour de 10 à 15 centimes. En l'occurrence, Spanghero réalisait une marge de plus de 1 euro sur chaque kilo de viande vendu pendant une période de 6 mois sur un volume de 750 tonnes. Sur ces 750 tonnes de viande de cheval qui ont été donc commercialisées en lieu et place de la viande de bœuf, plus de 500 tonnes vont à Comigel et 200 tonnes vont à l'utilisation de Spanghero pour ses propres produits. Ce qui laisse apparaître donc une tromperie économique d'un montant qui pourrait tourner autour de 550 000 euros de bénéfices réalisés grâce à la vente de viande de cheval à Comigel en lieu et place de la viande de bœuf. Voilà ce qui, je vous donne quelques éléments de ce, on va dire très factuel, de ce qui a été constaté, plus une série d'autres faits constatés à la fois par la DGCCRF, confirmés par les services vétérinaires quand ils ont, à la demande du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Agroalimentaire, été dépêchés sur place après la suspension de l'agrément sanitaire. Nous avons là un faisceau d'indices graves, concordants, qui justifiaient qu'à nos yeux, il fallait transmettre au parquet et que nous soupçonnions une tromperie économique. Que se passe-t-il désormais ? Pour ce qui me concerne, sur cette affaire-là, où les agents de la CCRF, ils apportent leur concours aux services compétents, et en l'occurrence à la gendarmerie, dès lors qu'ils sont sollicités pour le faire. Mais nous avons voulu, et je veux insister là-dessus, en lien permanent et étroit entre le ministère de l'Agriculture, l'agroalimentaire et Bercy, élargir le champ de notre enquête, parce que ce que nous voulons faire, c'est la lumière sur une filière qui doit restaurer sa crédibilité pour qu'on ne se retrouve pas à devoir gérer des plans sociaux demain en aval de la filière, chez qui? Chez toutes celles et ceux qui commercialisent des produits surgelés ou des plats préparés. Les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, c'est que sur le week-end, les plats préparés, la baisse de la vente de ces plats préparés est de l'ordre de 5%, 20% en Grande-Bretagne. Il y a donc là un effet direct lié à une crise de confiance vis-à-vis de ces plats cuisinés. Monsieur le Président, vous avez raison, la viande de cheval n'est pas impropre à la consommation, mais quand vous achetez du bœuf, vous voulez avoir du bœuf dans votre assiette, c'est assez légitime, et pas du cheval, surtout quand vous savez que certains se font une belle petite marge sur le fait de vous vendre du cheval à la place du bœuf. Et c'est cela sur lequel nous sommes aujourd'hui concentrés, qui mobilise évidemment l'enquête. Comment avons-nous voulu élargir l'enquête? De deux manières. D'abord en faisant l'inventaire de toute la comptabilité de la société Comigel, à qui nous avons pointé ses propres négligences. Le fait de recevoir des pains de viande étiquetés provenance Union européenne aurait dû alerter aussi Comigel sur la composition du produit qu'il achetait. Ce devait être estampillé du pays en provenance de la viande, ça n'était pas le cas. Nous avons aussi indiqué que pour n'importe quel boucher, pour n'importe quel contrôleur,
de la viande de cheval et la viande de bœuf, à l'odeur, au toucher, au regard, ça se reconnaît quasi immédiatement. La société Comigène nous a apporté un certain nombre de réponses. Il ne m'appartient pas maintenant de dire si elles sont satisfaisantes ou pas, puisque l'enquête relève aujourd'hui d'autres services. Mais nous avons voulu faire aussi l'inventaire de la comptabilité aval de Comigène pour identifier la totalité des entreprises et des pays vers lesquels étaient partis des plats cuisinés avec du cheval à la place du bœuf. Sur quoi se sont concentrées ensuite nos enquêtes? Sur la réalité des retraits réalisés par les entreprises dans les grandes surfaces, dans les lieux de distribution de ces produits, la réalité de ces retraits. Depuis la semaine dernière, nous avons réalisé 538 interventions dans 70 départements pour vérifier que les produits incriminés étaient bien retirés. La deuxième chose que nous avons faite, et là c'est dans le cadre d'un plan élaboré en commun avec le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Agroalimentaire qui se préoccupent évidemment de la crédibilité de la filière, c'est de contrôler à côté de la filière Roumanie, Spanghero, Comigel. Je ne reviens pas sur l'intermédiaire néerlandais, il nous semble lui aussi intéressant de creuser ce qu'il a fait, mais ça relève évidemment de l'enquête des autorités néerlandaises avant des autorités françaises. Et donc nous avons voulu contrôler des échantillons de produits et de plats surgelés qui n'ont rien à voir avec cette filière-là pour voir si d'autres filières d'approvisionnement, de transformation et de commercialisation de viande de bœuf ou de cheval, je ne sais plus quoi dire d'ailleurs, étaient concernés. Ce travail-là amènera à ce que nous produisions les résultats de l'enquête dans les jours qui viennent pour indiquer s'il y a d'autres filières qui sont concernées. Mais il était clair qu'il fallait circonscrire le dossier, en l'occurrence, le problème qui nous était posé, essayer d'embrasser la totalité de la situation, le sort de l'ensemble de la filière et des dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés, la confiance des consommateurs, ils sont des millions à avoir été bernés, et pas seulement en France, et des pays européens se retournent vers nous, et évidemment le sort des salariés de Spanghero. Et nous l'avons dit et répété, et j'en terminerai par là pour que le ministre de l'Agroalimentaire revienne sur les raisons qui ont justifié que par précaution nous levions ou nous suspendions l'agrément sanitaire. Je veux insister sur ce point. À nos yeux, ni les salariés de Spanghero, ni les salariés de la filière aval, ni les consommateurs n'ont à payer les pots cassés pour le comportement qui pourrait être celui de quelques dirigeants d'une entreprise dont nous disons aujourd'hui que les dirigeants de cette entreprise, en tout cas ce qui relève de la tutelle, puisqu'ils appartiennent à une coopérative, doivent regarder un petit peu ce qui se passe chez eux quand de telles accusations sont portées contre le management de l'entreprise. Je comprends que les salariés se coalisent parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, mais là encore, nous faisons la différence entre des travailleurs qui travaillent bien, font correctement leur boulot, nettoient l'entreprise, assurent que c'est de la viande de qualité qui sort, qui n'est pas une viande impropre à la consommation, et manifestement des dirigeants qui auraient pu, je mets des conditionnels, organiser un système de changement d'étiquette entre l'arrivée de la viande et la sortie de cette viande. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que la réponse ultra rapide que vous avez faite concernant le retrait d'agrément a coupé court, sans doute, à une panique qui aurait pu s'instaurer en mélangeant la fraude économique, simplement, et un problème sanitaire concernant les produits à la consommation. Monsieur le Ministre de l'Agroalimentaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. C'est un plaisir partagé, Monsieur le Président. Voilà, Stéphane Le Foll nous rejoindra dans quelques instants. Moi, je voudrais dire deux ou trois choses assez simples pour engager le dialogue et répondre surtout à vos questions. Mais deux ou trois choses qui m'apparaissent fondamentales sur la façon dont nous avons traité ce dossier. Notre ligne, elle était simple en définitive. Il nous fallait intervenir avec rapidité, avec fermeté et avec discernement. C'est ce qui a motivé et c'est ce qui continue de motiver chacune de nos interventions, chacune de nos expressions. Il y a eu une enquête administrative qui a été conduite à la fois par la répression des fraudes et par les services de l'alimentation.
Cette enquête, Benoît Hamon vient de vous en livrer les principales conclusions, a conclu à une suspicion de fraude et à suspicion de négligence, par ailleurs. Première chose, cette enquête, nous l'avons présentée en toute transparence aux Français la semaine passée, parce que nous devons ça, non seulement aux consommateurs, mais plus fondamentalement aux citoyens, qui attendent de leurs gouvernants que nous traitions l'ensemble de ces dossiers avec responsabilité et vérité. Première chose, donc une enquête administrative. Ensuite, nous avons voulu immédiatement doubler ces conclusions d'une enquête sanitaire qui est, je vous le dis, rendue obligatoire par le code rural. Ce n'est pas un supplément qui viendra. Non, c'est obligatoire. Et donc, nous avons immédiatement, la semaine passée, c'était vendredi de la semaine passée, une fois que les conclusions de l'enquête administrative étaient connues, lancé cette enquête sanitaire avec déplacement sur site de la Brigade nationale vétérinaire. Pour faire quoi? Pour contrôler la conformité sanitaire de l'établissement en cause. Stéphane Le Foll a suspendu l'agrément, je dis bien suspendu l'agrément de l'entreprise qui faisait l'objet de ces examens. Il ne s'agit pas d'un retrait, d'une suspension. Et cette enquête a conclu hier, dans la journée, qu'il n'y avait pas de problème sanitaire. C'est très important de rappeler cette vérité. Pas de problème sanitaire. Mais nous avons voulu isoler la question de l'entreposage dans l'entreprise, la question de l'entreposage qui est liée à l'affaire de négoce, puisqu'il s'agit de suspicion de fraude, suspicion de tromperie économique, et donc il y a bien un problème sur cet entreposage. Et donc, nous n'avons pas levé la suspension sur cet entrepôt, donc sur la partie négoce de l'entreprise. Voilà où nous en sommes aujourd'hui sur l'enquête vétérinaire. Enquête administrative, enquête vétérinaire, mais surtout maintenant enquête judiciaire, puisque tous ces éléments ont été transmis au parquet. Nous devons ça, encore une fois, aux citoyens. Nous avons, pour notre part, fait notre travail en responsabilité, à la justice maintenant, de pouvoir faire le sien. Et je le dis, moi je souhaite que les coupables, lorsqu'ils auront été désignés, mis en responsabilité, soient sévèrement punis. Parce que ce type de pratique est inacceptable. Inacceptable. Donc, enquête administrative, enquête vétérinaire, enquête judiciaire. Mais je veux aller un peu plus loin, puisqu'il s'agit d'une filière agroalimentaire qui, aujourd'hui, est fragilisée par cette crise. Parce que ça vient finalement nouer une forme de crise de confiance entre les Français et leur alimentation, entre les Français et les entreprises qui produisent notre alimentation. Et c'est là-dessus maintenant qu'il faut intervenir. Il ne s'agit pas simplement, mais nous l'avons fait, de donner un coup d'arrêt. Il faut maintenant remettre de l'ordre. Alors, quelle forme doit prendre cette remise en ordre? C'est le débat. Et ce n'est pas simplement un débat, ce sont des actes que nous allons poser. Depuis le début de la semaine, dans la suite de tout le travail que nous avons engagé depuis des semaines, des mois, mais particulièrement depuis le début de la semaine, moi, j'ai engagé une réflexion qui se veut opérationnelle, avec une visée donc concrète,
pour voir avec les entreprises, avec les industriels de l'agroalimentaire, comment nous pouvons aujourd'hui répondre à cette crise de confiance et d'abord comment nous pouvons éviter que ce type de tromperie ne se reproduise. C'est donc d'abord la question de la lutte contre les fraudes. Première chose. Et lutter contre les fraudes, c'est donner de nouveaux outils aux entreprises pour qu'elles se protègent elles-mêmes contre ce type de dérive, ce type de pratique, et deux, améliorer ce qu'on appelle l'autocontrôle dans les entreprises, puisque vous savez que les entreprises sont les premières responsables des contrôles qualité. Ça, c'est le travail que nous conduisons avec les entreprises. Est-ce que ce sera suffisant? Non. C'est l'ensemble du spectre qu'il faut aujourd'hui traiter. Ça signifie donc que du point de vue de l'information des consommateurs, nous devons être extrêmement ambitieux. Et nous le sommes, parce que nous sommes volontaristes vis-à-vis de l'Europe. Nous considérons que l'Europe doit nous protéger et davantage protéger les consommateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé au plan européen, et nous continuerons avec les professionnels, une action pour que ce qui était, j'allais dire entre guillemets, dans les tuyaux, puisse être accéléré du point de vue de l'information du consommateur. Ça, c'est indispensable. Et Benoît pourra évidemment y revenir plus largement. Mais allons encore plus loin. Il ne s'agit pas simplement de protéger la filière, de prendre des mesures antifraude, d'améliorer l'information du consommateur. Tout ça, c'est engagé. Mais moi, je veux poser le problème plus largement. D'abord, je considère qu'il faut mettre en cause cette course au bas prix, cette course effrénée au bas prix. Parce que la question qui est posée, c'est quel est le juste prix de l'alimentation? Quand vous avez un plat de lasagne à un peu plus de 2 €, ça pose question quand même. Est-ce que c'est le juste prix pour rémunérer le travail du transformateur, pour rémunérer le travail du producteur? Cette question-là, elle appelle des réponses sur le partage de la valeur ajoutée tout au long de la filière. Et d'ailleurs, nous avons là-dessus un travail qui est en cours sur ce qu'on appelle les relations commerciales. La façon dont on organise l'équilibre, le partage de cette valeur ajoutée entre producteurs, transformateurs, distributeurs. Cet aspect est lié, je dis bien lié, à la crise que nous traversons aujourd'hui et il nous faudra y répondre. 2. Au-delà de cette course au bas prix, pour renouer ce lien de confiance avec les consommateurs, avec les citoyens, nous devrons aussi être extrêmement volontaristes, et nous le sommes, sur la qualité alimentaire au sens large. Et avec le souci constant de renforcer cette qualité, pour être là où les Français nous attendent, tout simplement. Et j'allais dire pas simplement les Français, parce que le modèle alimentaire français, qui est fait de qualité et de sécurité sanitaire, est aujourd'hui un modèle très reconnu dans le monde entier. Et c'est une force pour l'agroalimentaire français, notamment à l'international, à l'export. Et donc, nous avons non seulement une exigence vis-à-vis des consommateurs, mais nous avons un intérêt économique à renforcer toujours cette qualité. Et c'est ce que je m'emploie à faire. Depuis des mois maintenant, nous avons ouvert notamment un travail sur ce qu'on appelle les ingrédients dans les recettes, pour faire en sorte qu'on réponde aux attentes de la société aujourd'hui, par rapport à tous les sujets, débats de société qu'il y a eu sur le sucre, les graisses, le sel. À toutes ces questions, nous devons apporter réponse. Et c'est le travail que j'ai engagé. Donc, oui, aujourd'hui, une crise de confiance, il faut le reconnaître. Et donc, oui, il nous faut trouver les bonnes réponses, les réponses justes. Ça n'est pas simplement une réponse, mais c'est un ensemble d'éléments qu'il nous faut articuler. C'est la politique que j'ai engagée
pour l'agroalimentaire au nom du gouvernement et j'ai bon espoir que nous arrivions à de vrais résultats. Là, nous répondons à l'urgence, mais nous devons aussi préparer l'avenir. Ce matin, je réunissais le comité stratégique de filière. Au mois de mai, nous signerons le contrat de filière pour l'avenir de l'agroalimentaire, un vrai plan d'action pour l'agroalimentaire, et nous répondrons à toutes ces questions que je viens d'évoquer. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais simplement dire que, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, vous aurez l'occasion sans doute d'être auditionné par la Commission commune d'information demandée par le groupe UDI avec son droit de tirage. Et donc, dans ce cadre-là, messieurs les ministres, vous serez sans doute re-auditionnés par rapport aux démarches que vous entamez et que vous évoquez aujourd'hui et de voir où on en sera. La parole est à Monsieur Lenoir. Oui, mais j'ai 7 demandes déjà, 8 maintenant, 9 maintenant. Qui dit mieux? 10. Monsieur Lenoir, vous ne laissez pas troubler? Bien, je l'étais déjà, Monsieur le Président. Par vous, d'abord. Oh. Bien, Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir provoqué rapidement, comme moi-même je l'avais souhaité la semaine dernière en intervenant en séance publique ici au Sénat, cette réunion. Et j'avais estimé que le mieux pour que cette réunion soit rapide, c'est qu'elle se tienne dans le cadre de la Commission des affaires économiques. Autrement, toutes sortes de commissions, voire commissions d'enquête, auraient différé les réponses qui étaient attendues par les consommateurs dans les heures et dans les jours qui suivaient. Et je voudrais remercier les ministres d'abord d'avoir répondu à l'appel. Nous savons que M. Le Foll est à l'étage au-dessus. Nous l'avons quitté il y a peu de temps, mais je pense qu'il va nous rejoindre. Bref, c'est une réponse appropriée à un vrai problème. Je représente moi-même un département qui est proche de celui de la Mayenne, mais qui est marqué par une activité d'élevage soutenue. Et je dois dire que dès que cette affaire a été connue, ça a été vraiment l'affolement dans la profession. Car immédiatement, on le sait, les consommateurs réagissent. La suspicion s'est installée, d'autant que, et vous avez eu raison d'insister, le président l'a fait d'entrée, que dès le départ, on a évoqué un risque sanitaire. L'enquête qui a été menée assez rapidement a pu démontrer, et vous l'avez souligné, qu'il n'en était rien, mais les consommateurs restent quand même dubitatifs, encore aujourd'hui, et la filière bovine, qui est importante dans ma région, en ressent aujourd'hui les effets. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. D'abord, d'un point de vue strictement ponctuel, qui a mis le doigt sur le problème au départ? Il y a bien quelqu'un qui s'est aperçu de quelque chose. Il serait intéressant de savoir, au fond, comment la chaîne a démarré. Ensuite, le problème d'étiquetage que vous avez posé est un vrai problème. Quand on lit les journaux, moi je suis plutôt béotien dans ce domaine, on se dit, mais ben oui, enfin, l'étiquette ne correspondait pas. Et c'est le Parisien, qui s'appelle aujourd'hui à Paris, qui en a fait la démonstration dès le milieu de la semaine dernière. Alors, deuxième question, il y en aura d'autres. Est-ce qu'à un moment donné, compte tenu de l'importance du secteur industriel concerné, il n'y a pas des vérifications qui sont faites bon, parce que, évidemment, derrière, c'est la troisième question, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Alors, en le disant, je ne veux surtout pas, évidemment, affoler plus qu'il le faudrait les consommateurs, mais est-ce qu'on est en mesure de tirer toutes les conséquences de cette affaire pour débusquer éventuellement d'autres tentatives? Enfin, dernière question, je rassure Monsieur le Président, mais enfin, je viens juste de commencer, Monsieur le Président, laissez parler quelqu'un qui aurait beaucoup plus de questions à poser, mais bon, pour vous être agréable, je vais être plus bref que je l'avais dans un premier temps imaginé. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'information... Votre imagination est débordante. Continuez. Dans l'information à organiser auprès des consommateurs, moi, je suis frappé d'une chose. Le consommateur aujourd'hui se laisse balader par toutes les promotions. Il est attiré par le prix.
Je ne dis pas qu'il est prêt à manger n'importe quoi, évidemment pas. Il veut être rassuré, mais l'étiquetage pour le consommateur n'est jamais très clair. Deuxièmement, je pense, et c'est là où on peut rebondir, que c'est aussi l'occasion de mettre en évidence que la qualité est au rendez-vous chez un grand nombre de producteurs, notamment ceux qui vendent directement, ceux qui ne passent pas par ces chaînes que vous avez décrites, etc. Et je voudrais que dans le contrat de filière que vous êtes en train de travailler avec la profession, il puisse y avoir une place plus importante qui soit faite aux petits producteurs. Merci. Je vois que les présidents du groupe d'études d'élevage et du groupe d'études économie agricole et alimentaire nous ont rejoints. Si l'un ou l'autre désire prendre la parole, je leur donnerai la priorité, évidemment. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une petite question, parce que bon, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir nous excuser d'être en retard. Nous étions à une précédente, c'est un débat qui traitait d'abord de l'avenir des territoires ruraux. Donc là, la question qui me vient à l'esprit, c'est celle de la confiance, puisque on est vraiment devant un cas de figure particulier où ce sont des échanges qui sont basés sur un système de confiance et cette confiance vient d'être rompue. Quels sont les systèmes qui peuvent être mis en place pour justement éviter ce type de dérive et pouvoir maintenir ces échanges en toute légalité. Et d'autre part, la question qui vient ensuite, c'est quelle peut être la répercussion sur la viande bovine qui avait déjà bien du mal à émerger suite à un certain nombre de crises. Donc on a bien l'impression que dans l'esprit des consommateurs, il y a un amalgame qui est fait en disant, même s'il n'y a pas de problèmes sanitaires à la clé dans ce qui vient de se passer, mais c'est vraiment quelles sont les répercussions possibles sur la viande bovine et sur les éleveurs qui ont déjà de grandes difficultés. Donc voilà les deux questions que je souhaitais poser. Merci Madame Nicou. Le ministre vient de nous donner une partie des réponses, mais il se fera un plaisir de te répondre. Monsieur Bailly, président du groupe élevage. Oui, merci Président. Moi j'étais quand même très surpris de l'ampleur de cette tricherie, on pourrait dire. Et c'est pour ça qu'on a fait un communiqué, parce que ça m'a encore gêné sans doute la crédibilité bien de ce que les gens mangent. Surtout qu'en étant producteur, on est un petit peu choqué qu'on en arrive là et que par le passé, on a pu suivre déjà avec la commission économique, il y a quelques années, un peu la traçabilité de produits où j'étais même allé depuis les abattoirs jusqu'en dans des usines de transformation et que j'avais presque pu constater que pratiquement au dernier morceau de la bête, on avait la traçabilité justement de ce bétail. Et j'avais presque pu constater que du bétail partait de notre ferme et arrivait près d'Orléans, enfin où il avait été transformé, qu'il était consommé chez McDonald's. J'avais pu constater aussi à ma grande... parce que maman m'avait mis à défaut, parce que j'avais été un petit peu critique vis-à-vis des McDo, qui m'avait invité à aller sur place. Il m'a dit, Monsieur Bailly, vous prenez un pain, vous regardez la référence, et on vous dit qu'à 5 heures de l'après-midi, on vous donnera où le blé a été exploité. Alors, personnellement, je n'y croyais pas. Mais j'ai été obligé de constater que vers 17h30, coup de téléphone, on me dit, Monsieur Bailly, le blé alors, que vous avez mangé vient de tel endroit. Donc, personnellement, toujours incrédule, pour ne pas dire le lendemain, j'ai téléphoné à l'agriculteur, qui était tout surpris comment ça se faisait qu'un sénateur pouvait l'appeler. Alors, c'est vrai qu'il ne savait pas qu'elle allait chez McDo, mais il m'a bien donné la référence de la coopérative et la parcelle et le jour qu'il a moissonné et les intrants qu'il avait mis. Alors, moi, j'étais vraiment sage, parce que je peux vous dire, j'y croyais. C'est pour ça que l'histoire de cette viande de cheval, moi, elle m'a vraiment surpris, parce que je croyais vraiment par le travail qu'on avait pu faire, qu'il y avait vraiment une traçabilité des produits. Alors ma question, elle est toute simple. Où est vraiment la tricherie? À quel moment on a dit, eh bien, à un endroit, que ce mot bœuf est devenu cheval? Est-ce que c'est sorti de l'abattoir? C'est dans quelle entreprise? Moi, c'est un peu ça, c'est ma question, si vous voulez. Si, Monsieur Courteau.
Merci, Monsieur le Président. Il est impératif que la justice passe. Et là, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. 2, je reconnais, et je m'adresse à messieurs les ministres, que vous avez effectivement réagi avec, je vous cite, rapidité, fermeté et discernement. Discernement, je crois que le mot est important. Cela dit, moi, je voudrais me réjouir avec mon collègue Marcel Reynaud, sénateur de l'Aude, que l'entreprise audoise, aujourd'hui, puisse préparer son redémarrage, même partiellement. Je m'en réjouis pour les 300 salariés, je m'en réjouis pour les sous-traitants de ce secteur, mais également pour le tissu économique local, départemental et régional. En effet, les coupables ne sont pas à rechercher du côté des salariés. Cela dit, j'espère que les opérateurs, maintenant, conserveront leur confiance dans cette filière particulièrement fragilisée, Monsieur le Ministre, et dans les industries de la ville de Castelnaudary. Elles le méritent, ces industries. Je vous rappelle que Castelnaudary est la capitale mondiale du cassoulet. Question difficile, question délicate. Comment répondre à cette crise de confiance? Comment faire pour maintenir une unité de production et ses 300 salariés dans le contexte actuel et alors que le nom de l'entreprise est entaché et qu'il y a dommage de réputation? Voilà, je crois, l'autre problème et il n'est pas secondaire. Et enfin, dernière question, Monsieur le Président, comment à l'avenir éviter de telles situations, surtout si l'on sait que les effectifs de la direction de la concurrence ont été tout particulièrement réduits ces dernières années. Vous avez parlé d'autocontrôle, Monsieur le Ministre, mais dispose-t-on vraiment des moyens suffisants pour exercer des contrôles normaux et systématiques, plus encore que nécessaire, que l'autocontrôle lui-même? Merci. Je vais peut-être prendre encore 3 prises de parole et les ministres répondront à cette première salve de questions. Monsieur César. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais féliciter les ministres par rapport à leur diligence et aussi leur efficacité. Il faut y associer, bien sûr, la DGCCRF et puis le SNE, qui ont bien travaillé, mais les ministres ont pris position et je voudrais les féliciter. Ce n'est pas mon habitude, mais aujourd'hui, je tenais à le faire publiquement. Je voudrais ajouter, dans le cadre de la LMA, dont j'étais le rapporteur, nous avions un volet très important sur la nutrition santé. Nous avons organisé, à la Maison de la Chimie, il y a peu de temps, le ministre Le Foll était présent, donc des colloques sur cette nutrition santé et la nécessité justement d'avancer par rapport à la qualité des produits. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment peut-on harmoniser cette législation française au niveau de tous les pays d'Europe, des 27 pays d'Europe, car les Roumains aujourd'hui sont en cause et c'est sûr qu'ils n'ont pas la même traçabilité que chez nous. Et c'est important de le souligner et surtout d'en trouver les moyens. Roland Courteau a posé à l'instant le problème des plaintes en justice. Et le ministre a dit tout à l'heure, les ministres ont dit qu'il y avait une plainte au parquet qui était déposée. Mais quand est-ce que cette plainte va être traitée? Quand nous connaissons la vitesse de traitement des dossiers par la justice française, on peut se dire que de report en report, de cour d'appel en cour d'appel, de cassation en cassation, ça pourrait durer très longtemps. Donc il est urgent que le parquet puisse prendre des décisions et surtout communiquer pour rassurer les consommateurs sur la décision qui sera prise par rapport donc à ces fraudes. J'ajouterai qu'il faut maintenant essayer de trouver des solutions pour le futur, pour confirmer cette traçabilité que nous souhaitons tous par rapport aux consommateurs. Cette traçabilité est importante. Est-ce qu'il faut généraliser des puces, donc au niveau des animaux, les puces que vous connaissez bien, en particulier aux oreilles, et s'il n'y a pas de trafic de fait par rapport donc à ces puces qui seraient mises en place. Donc là aussi, je crois qu'il faut qu'au niveau de l'Europe, nous prenions des décisions importantes par rapport donc à cette recherche de traçabilité. Autre point, et ça a été abordé,
c'est tout ce qui concerne les labels. Nous souhaitons que les labels, le label rouge, les IGP se développent et tout cela, il faut un soutien, par exemple, par rapport aux groupements de producteurs qui sont dans notre pays très importants et qui font d'une très bonne qualité. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, les éleveurs bovins risquent de payer les pots cassés de cette affaire. Il faut faire très attention, être très prudent et surtout communiquer sur ce que vous avez fait, messieurs les ministres, par rapport donc à la qualité de nos produits. Merci. Si, juste une petite remarque, mon collègue César, ce serait sans doute pas une puce, mais une étiquette RFID. Monsieur Bourquin. Oui. Quelques mots pour compléter ce qu'ont dit mes collègues. La filière agroalimentaire, c'est 140 milliards de chiffre d'affaires. C'est 10 000 entreprises et c'est 400 000 salariés. Il faut avoir ça en tête lorsqu'on aborde ces questions. Parce qu'il faut l'aborder avec le recul et l'importance de ce secteur. Et cette question, je pense, a été bien gérée par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la volonté de discernement pour ne pas jeter l'opprobre sur la filière. Ça, c'est très important. La deuxième chose, prendre toutes ses responsabilités par rapport à une fraude manifeste, inacceptable, qui peut porter préjudice à l'ensemble de la filière. Et c'est pour ça qu'il fallait travailler avec discernement. L'agrément devait être levé et ensuite faire toute la lumière, faire en sorte que la justice aille jusqu'au bout. Alors, chers collègues et messieurs les ministres, après vos deux interventions, je pense qu'il y a deux questions qui vont pour rétablir la confiance. La première question, c'est celle de la traçabilité. Cette traçabilité, elle doit être réelle et faire en sorte que lorsqu'il y a un produit qui est étiqueté, il doit être respecté. Et il faut le dire, la DGCCRF a un rôle fondamental à jouer. Et on sait qu'on parle beaucoup d'économie, mais il faut donner à ce corps d'État la possibilité de remplir ses fonctions. Parce qu'elle a été vraiment, elle a joué effectivement tout son rôle dans ce domaine. La deuxième chose, mais la question va venir, et Benoît Hamon va nous présenter dans quelque temps une loi sur la question de la consommation en général. La question de la transparence est une question essentielle. Si on veut de la confiance, traçabilité et transparence sont absolument indissociables. Parce qu'on parle de l'alimentation aujourd'hui, et ce n'est pas un produit comme les autres. On touche à l'humain, on touche à la santé. Il y en a qui disent que c'est le premier médicament, puis ils ont raison. On touche à l'humain. Et sur ces questions-là, si on veut rétablir une confiance, et comme c'était dit tout à l'heure, si on veut faire en sorte que ce secteur qui est un des plus exportateurs, alors que notre problème c'est l'exportation, eh bien, il ne faut pas essayer de copier le bas de gamme, faire en sorte que nous produisions on se fera toujours battre par d'autres pays sur ce bas de gamme. Par contre, la montée en gamme, la transparence, la réputation de la cuisine française, la réputation de l'agriculture française doivent être portées haut. Et ça, je crois que si on arrive à faire cela, on aura su gérer ce qu'on appelle une crise et faire en sorte qu'en même temps, on continue à développer l'agroalimentaire. Je crois que la politique de filière qui était abordée tout à l'heure est vraiment une politique fondamentale pour faire en sorte qu'on donne une direction. La direction, c'est la qualité, c'est la transparence, c'est la traçabilité. Voilà. Je pense qu'il va y avoir deux gros dossiers qui nous arrivent de l'Europe. L'Europe vient d'autoriser, malgré le vote de députés français, l'autorisation des farines animales pour les poissons. Ce n'est pas une bonne décision, il faut le dire. Beaucoup de députés français ont voté contre. Et la deuxième chose, la question des OGM. C'est des questions qui vont arriver. Et vous verrez, cette crise-là, vous savez, dans une crise, des fois, on sait qu'une crise, elle nous amène à plus repenser les choses comme auparavant. La question de la qualité, de la transparence et de la traçabilité vont être au cœur de l'organisation de la filière et du développement de la filière. Merci, mon cher collègue. Madame Lamure. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapporteur de la loi LME, justement.
Oui, vous aimez bien le rappeler. Messieurs les ministres, l'événement qui nous préoccupe a fait l'objet d'un véritable emballement médiatique qu'on peut, je crois, juger un peu excessif, parce que même s'il s'agit d'une fraude, vous l'avez rappelé les uns et les autres, il n'y a pas eu de problème sanitaire. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à le redire et à le marteler, parce qu'on a l'impression de se retrouver en pleine crise de la vache folle, et on a l'impression que la viande de cheval, tout à coup, c'est du poison, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, il me semble qu'il faut le dire et le redire. Et cet événement pose, je crois, la question de la complexité des circuits. Là aussi, on a l'impression de se retrouver au même moment que la crise financière et que le problème de cette complexité des circuits a complètement échappé aux autorités. Alors, à ce titre, compte tenu de la place qu'occupe la France en Europe au titre de l'agroalimentaire, messieurs les ministres, est-ce que vous avez les moyens de peser sur une simplification de ces circuits ou en tout cas une meilleure connaissance de ces circuits dont on parle? Si, pour équilibrer les prises de parole, M. Denis s'en arrêtera là pour des réponses des deux ministres d'abord. Merci. Je voudrais tout d'abord aussi à mon tour souligner la qualité de la réponse gouvernementale et particulièrement des ministres sur une réponse proportionnée et coordonnée. Ce que disait mon collègue César me paraît tout à fait juste sur un dossier qui est délicat et effectivement il y a eu un emballement médiatique. Par ailleurs, je crois que l'entrée qui vient d'être soulignée par le ministre Hamon concernant l'analyse de la filière, certes, mais aussi des périphériques, est fondamentale pour poser les termes du débat vis-à-vis de nos concitoyens. 4 questions rapides. La première, concernant la pertinence de la traçabilité. Est-ce que vous ne penseriez pas souhaitable que très rapidement un message positif soit délivré là-dessus? Parce que si toute cette procédure judiciaire aujourd'hui est en cours, si cette fraude a pu être avérée, c'est aussi la vérification de l'efficacité de nos systèmes de traçabilité. Et il serait peut-être temps, peut-être que là, il y a une petite difficulté aujourd'hui à le faire, mais que rapidement, il y ait ce message très positif qui soit porté par les uns et par les autres. Deuxième question, ne voyez-vous pas un risque à ce qu'il y ait que nous cédions à un renforcement qui pourrait être excessif de mesures de protection et qui pourrait se retourner contre la filière elle-même? Je prends juste un exemple. Pour les éleveurs d'ovins, on a eu en élevage extensif, la puce dont parlait notre collègue César est extrêmement complexe et coûteuse, qu'elle soit un RFID ou quelque technologie que ce soit, à mettre en œuvre, et par ailleurs pourrait se retourner même contre, et ça va être ma troisième question, contre des circuits courts et favoriser des importations où là il y aurait une traçabilité externe, mais avec des transports et des bilans carbone à la fin extrêmement défavorables. Et est-ce qu'il n'y aurait pas là une sensibilisation que nous pourrions faire sur une sensibilisation de nos concitoyens aux circuits courts et une incitation aussi dans ces industries de transformation à usage de circuits courts à travers cette promotion. Et enfin, le dernier point, dans la loi à venir sur la consommation, il paraît important qu'il puisse y avoir un volet sur la composition des produits avec les ingrédients qui la composent. Et là-dessus, il apparaît quand même que nous sommes actuellement un peu légers sur ce volet-là. Bien, merci. Sur l'étiquetage complet des produits élaborés, ça pose un certain nombre de problèmes. Si le poivre vient de Cayenne, Ceylan ou ailleurs, mais s'il faut tout mettre sur l'étiquette, je pense que trop d'informations tuera l'information. Mais pour l'essentiel, il faut savoir partager les choses. Monsieur le ministre Hamon, vous avez le premier la parole. Alors,
Merci à vous. Je vais essayer d'être bref et de laisser tout ce qui relève de la compétence du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Agroalimentaire à leurs soins. Un mot sur ce qui relève de la traçabilité, de la législation européenne et de la loi Conso. Bon, on est devant la nécessité aujourd'hui de revoir un règlement, qui est le règlement européen INCO, qui a justifié que nous nous rendions avec le ministre de l'Agriculture à Bruxelles la semaine dernière, dans une position nouvelle, moins isolée que nous n'avons pu l'être dans le passé, en tout cas avec le Royaume-Uni à nos côtés, pour demander ce qu'on accélère la remise d'un rapport par la Commission en ce sens, pour poser la question de la traçabilité de la viande, cette fois-ci, qui entre en ligne de compte de la fabrication des plats préparés, des produits transformés, de telle manière que sur cette traçabilité figure l'origine, lieu de naissance, lieu d'abattage, lieu d'élevage de l'animal, ce qui sera un progrès, mais vous l'avez dit à plusieurs d'entre vous, le sénateur Bailly l'a très bien illustré, monsieur le sénateur César aussi, la traçabilité elle a bien fonctionné. C'est parce que les instruments étaient là qu'en 48 heures on remonte jusqu'à la Roumanie en passant par Chypre et les Pays-Bas. Et deux traders dont je peux vous dire que ce qu'ils avaient commencé, ou en tout cas un seul en réalité, parce que c'est le même, que l'étiquette elle commence déjà à changer aux Pays-Bas. Et que ce que nous avons, nous, vu et constaté, sur la foi des déclarations et des pièces produites par le ministre de l'Agriculture roumaine, que nous avons rencontré avec Stéphane Le Foll à Bruxelles, c'est qu'en Roumanie, ils avaient vendu du cheval pour du cheval. Mais qu'à la fin, nous, on achète du cheval pour du bœuf. Et qu'on vend du cheval pour du bœuf, nous. En tout cas, des entreprises françaises. Cette traçabilité, elle a bien fonctionné. Et ce que cette crise nous dit, et le ministre de l'Agriculture d'une bonne formule l'avait résumé, c'est que nous ne sommes moins devant aujourd'hui la nécessité de nous protéger grâce à ces instruments-là contre un risque sanitaire bactériologique, que face à une tromperie économique qui met en jeu quoi? Des comportements qui sont des comportements évidemment minoritaires, et nous le répéterons, mais des comportements qui, même si on multiplie les policiers et les gendarmes, on n'arrivera jamais à empêcher qu'il y ait des voleurs et des tricheurs. Donc, la question qui nous est posée collectivement, c'est outre les progrès qu'il faut faire sur la traçabilité pour ce qui concerne les produits transformés, et là, il y a aujourd'hui des avantages à favoriser, à valoriser la viande bovine française. C'est que faisons d'un mal un bien. On a quand même quelques acquis à valoriser. Outre les progrès que l'on peut réaliser dans ce domaine-là, il faut aujourd'hui penser la façon dont le secteur se protège du risque de tromperie économique. Et comment on adapte notre réponse à cela. Je me permets de le dire parce que moi je l'ai apprécié, et c'était pas en démocratie, c'est pas tous les jours. Moi j'ai apprécié que d'anciens ministres du gouvernement précédent, dont mon prédécesseur, salue la façon dont le gouvernement avait traité cette question-là. Donc je le dis, et j'apprécie évidemment à juste titre les remarques du sénateur César. C'est parce qu'on est là dans des sujets où on voit bien que l'opinion publique part très très vite, se mobilise très très vite, parfois sur des faisceaux d'informations qui sont d'ailleurs, et les journalistes font leur travail, ils donnent que les infos qu'ils ont ou qu'ils ont sous la main, mais on peut très vite transformer ce qui relevait d'une tromperie économique en une crise sanitaire ou une panique sanitaire majeure, et il a fallu intervenir. La décision du ministre de l'Agriculture, c'était celle-là. La levée de l'agrément sanitaire, c'était le principe de précaution, de telle manière qu'on pouvait dire, il y a peut-être tromperie économique chez Spanghero, mais quoi que vous mangiez qui soit issu de chez eux, vous n'allez pas tomber malade à cause de cela. Et c'était important de dire qu'on n'était pas là dans une crise sanitaire, et je veux saluer cela. Conséquences pour le projet de loi consommation. Première chose, aujourd'hui, les peines encourues pour tromperie économique et les niveaux d'amende. Ils sont pour une personne physique de 37 000 et quelques euros. 2 ans d'emprisonnement, mais 37 000 et quelques euros. Pour une personne morale, ça se monte à 187 000, je crois, euros. Ce qui, au regard du bénéfice réalisé, on peut considérer que le montant de la pénalité est quand même, par rapport à un 550 000 euros en 6 mois, assez bas. Bon, le quantum double, je crois, dès lors qu'on constate qu'il y a eu une modification de la composition de l'aliment, mais je ne crois pas que nous soyons dans cette situation où nous puissions faire la démonstration qu'il y aurait eu une modification de la composition.
Cela étant dit, moi je réfléchirais dans le projet de loi consommation à cette question aujourd'hui du quantum, tant sur le montant de la pénalité que sur les peines d'emprisonnement, pour qu'elle soit plus dissuasive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Première remarque. Deuxième remarque, et je vous nous mets là devant un des travaux pratiques auxquels il va falloir se livrer avant le projet de loi consommation. Nous sommes là dans un contentieux de masse économique qui tombe sous le coup d'une action de groupe, si jamais nous la votons cette année dans le projet de loi consommation. D'une action de groupe qui pourrait être portée par des consommateurs, derrière une association de consommateurs, contre l'entreprise responsable de ce préjudice économique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on rappelle des produits, qu'on les retire, mais il y a des gens qui ont mangé du cheval à la place du bœuf et acheté des barquettes de viande préparée de cheval en lieu et place de viande de bœuf pendant plusieurs mois. Parce que si vous avez été quelque temps célibataire ou habité ou fait la cuisine tout seul, vous en avez mangé des surgelés. Et je suis sûr qu'il y a quelques spécialistes des plats préparés et d'autres lasagnes, etc. Donc il y a un préjudice. Et je veux des noms, moi je ne donne pas des noms, si je montre là, peut-être qu'il y a des spécialistes du micro-ondes et du plat préparé, en tout cas tous les élus ont fait ça un jour, j'imagine, bon en tout cas moi je l'ai fait, hein. Bon voilà, donc j'endosse, mais ce que je sais c'est que ça peut tomber sous le coup d'une action de groupe. Ce sujet sera discuté dans le cadre du projet de loi consommation, il devra nous amener à examiner comment aujourd'hui les consommateurs se protègent mieux contre ce type de préjudice économique de masse, quel est le niveau de la réparation qui peut être décidée par le juge. J'insiste sur un point que sur l'évolution du règlement INCO, c'est l'Europe, ce qui n'a pas empêché, et là je laisserai la parole à mes collègues sur la filière agroalimentaire et l'autocontrôle. Un point, parce que la question, c'était la toute première question, qui a trouvé quoi ? C'est en réalité un autocontrôle réalisé par un industriel sur la viande, en l'occurrence Findus, qui a déterminé durant le mois de janvier la présence de viande de cheval. Et le processus s'est ainsi enclenché. Et quand il est remonté jusqu'à Comigel et que Comigel a saisi les autorités, en l'occurrence les autorités luxembourgeoises ont été saisies par les Britanniques qui nous ont saisis nous. Pourquoi ? Parce que Comigel est un groupe français, même si l'usine est en Luxembourg, et que Comigel a elle-même saisi la DDPP ou la DDCSPP, je ne sais pas, en l'occurrence pour la Moselle. C'est ainsi que nous avons été alertés. Mais qu'il me soit permis de dire que je crois que nous avons été bien inspirés cette année de sanctuariser en loi de finances les effectifs de la DGCCRF. Parce que là-dessus, on voit, en tout cas, l'importance de faire la distinction. On peut se consacrer tous à la modernisation de l'action publique, à la meilleure efficacité de services publics, mais je pense, et je vous donne ma conviction, qu'il y a des limites à la polyvalence des agents sur le terrain. On doit contrôler la chaîne du froid. On doit vérifier ce qui se passe dans l'agroalimentaire, contrôler la sûreté des loisirs pour enfants. Il y a aujourd'hui faire des enquêtes sur le cybercommerce, une information, 9 milliards d'euros d'achats sur Internet à Noël par les Français. Vous imaginez le nombre de mauvaises surprises qu'il y a eu dans le cadre de ces achats faits sur des sites qui n'étaient pas forcément en France, ce qui suppose d'adapter aussi notre contrôle et nos instruments de lutte contre cette triche à ces nouvelles pratiques commerciales. Donc il faudra sans doute se pencher aussi sur ce sujet-là, les moyens qui sont ceux de la DGCCRF sur le terrain, puisqu'en l'occurrence, je l'ai donné à l'Assemblée, je vous le donne, dans l'Aude, les effectifs de la DGCCRF sont passés de 16 à 10 en raison de la REAT et de la RGPP et de 43 à 20 en Moselle. On a donc... Bon, en même temps, je ne vais pas en faire un débat. Ce que je dis, c'est que maintenant qu'on a ça, regardons ensemble comment, collectivement, on peut essayer de faire en sorte d'administration, c'est valable pour les services vétérinaires comme pour le contrôle économique, dispose des moyens de faire face aux risques qui existent, ou sanitaires ou économiques. Bon, j'ai pas répondu à tout le monde, j'ai essayé de rassembler ma réponse de façon à ce qu'elle puisse embrasser une partie de vos préoccupations. Oui, ah oui, j'ai oublié de vous dire, en ce moment même, la question était est-ce que ça va aller vite ? Je crois qu'en ce moment même, d'après les bribes d'informations que j'ai, le CLAEST, en lien avec le SNE, réalise les premières perquisitions et auditions
à Spanghero et probablement qu'il y aura, bon, alors là je suis pas gendarme, mais un certain nombre d'auditions un peu poussées. Voilà, donc en tout cas je ne sais pas quel est le temps que prendra la procédure. Le parquet n'a pas été lent en tout cas à diligenter les services de l'OCLAEST et du SNE pour prolonger les premières conclusions auxquelles était parvenue la DGCCRF jeudi soir dernier. Merci, Monsieur le Ministre. La parole à Monsieur Guillaume Garot. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour essayer de présenter des réponses synthétiques à toutes ces questions qui sont convergentes vers quelques sujets phares. D'abord, redisons que enquête administrative, enquête vétérinaire, enquête judiciaire, tout ça se succède de telle façon que nous puissions garantir aux Français que la réponse sera très ferme. Pour les raisons que nous avons évoquées, c'est inacceptable, c'est scandaleux, et donc ça ne doit pas se reproduire. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que nous faisons pour changer les choses? Comment nous réformons l'ensemble du système? C'est le débat qui est devant nous et c'est là-dessus que nous devons avancer, prendre des mesures et trancher. Alors, je le redis en quelques mots pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début de notre audition. Jeudi matin, nous recevons au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire les professionnels. Et sans attendre, nous travaillons avec eux à des mesures concrètes. Alors, tout ne sera pas acté dès jeudi matin. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Il faut du sérieux, il faut valider des procédures, bien évidemment. Mais nous allons, de façon extrêmement nette, poser un cadre et tracer un cap. Ce qui veut dire que nous allons travailler sur le renforcement de ce qu'on appelle les procédures d'autocontrôle. Chaque entreprise doit réaliser ses autocontrôles. Mais, soyons un peu précis, autocontrôle sur ce qu'elle produit, autocontrôle sur la relation avec ses fournisseurs. C'est capital. Bon. 2. Comment protéger davantage, en tout cas mieux protéger les entreprises? Donnons des outils nouveaux aux entreprises pour qu'elles puissent garantir une nouvelle forme de protection. C'est ce que nous ferons aussi jeudi matin. Que la filière se protège mieux contre toutes les dérives ou les pratiques frauduleuses qui pourraient surgir. Il y a un filet dont les mailles aujourd'hui sont parfois trop lâches et donc il faut resserrer les mailles de ce filet. 3. Toujours à l'ordre du jour de la réunion jeudi matin, l'information du consommateur. Vous savez que ce n'est pas simplement un problème franco-français, que la dimension est à l'évidence européenne, mais nous devons être volontaristes, nous devons être locomotives en Europe pour passer un nouveau cap, pour passer une nouvelle étape, de telle sorte que les citoyens français et européens puissent être parfaitement rassurés sur ce qu'il y a dans leur assiette. Alors aujourd'hui, vous le savez, je le redis pour celles et ceux qui ne seraient pas parfaitement éclairés sur ces sujets, la mention de l'origine est obligatoire pour les viandes fraîches. Vous achetez un steak, vous savez d'où il vient. C'est ce que disait un de vous tout à l'heure. Voilà, nous savons précisément dans quel élevage la bête a été élevée, nous savons où elle a été abattue et nous savons comment elle arrive dans l'assiette. Pour les plats préparés, vous n'avez pas de mention obligatoire de l'origine. Donc, là, il y a une zone d'incertitude, de confusion possible, une zone qu'il nous faudra éclairer. C'est ce combat que nous portons au plan européen. Alors, disons les choses, ça n'est pas chose simple techniquement, parce que, comme le disait le président Raoul, il faut que l'étiquette pour les consommateurs reste néanmoins lisible, compréhensible, accessible. Et nous devons trouver une mesure équilibrée, mais qui permette de marquer une nouvelle étape de la transparence vis-à-vis du consommateur. Deuxième
série de questions qui a été posée, c'est celle des circuits. Hein, on sent des circuits, on voit des circuits complexes qui sont de nature à mener de l'opacité. Bon. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a du négoce, il y a des traders. Et ces traders, ce que nous savons, c'est qu'ils ne sont pas soumis précisément aux mêmes obligations que les autres acteurs de la chaîne alimentaire. La prochaine étape, c'est de donner un cadre beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus exigeant à l'exercice de la profession de trader. De telle sorte que, y compris sur la partie sanitaire, il soit soumis à des obligations très strictes. C'est ce à quoi travaille Stéphane Le Foll. Donc, sur les circuits, donner davantage de transparence et faire en sorte que chacun soit soumis à des obligations très strictes. Enfin, sur les messages positifs que nous pourrions valoriser, c'est vrai, il faut le dire et le redire. Un, ça n'est pas une crise sanitaire. Deux, ça n'est pas non plus une crise de la traçabilité. Au contraire, la traçabilité a parfaitement fonctionné. Simplement, il y a eu triche. Il y a bien une suspicion de fraude. Donc, c'est là-dessus que nous devons travailler et c'est ce que nous faisons, dans l'urgence et pour l'avenir. Alors, on nous dit aussi, sur ces messages positifs, mais il faudrait valoriser les circuits courts. Très bien, faisons-le, mais ne le faisons pas au détriment de l'ensemble des filières de l'agroalimentaire. Ne valorisons pas un aspect de la production, de la transformation plutôt agroalimentaire au détriment des industries agroalimentaires parce que, je vous le dis, mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont les emplois de nos territoires. Et donc, l'exigence que nous portons, que nous devons porter pour la qualité, ce que je vous disais tout à l'heure, qualité alimentaire, sécurité sanitaire, c'est bien évidemment une exigence qui vaut pour l'ensemble du modèle alimentaire français, quels que soient les producteurs, quels que soient les transformateurs. C'est essentiel de porter ce message-là. En tout cas, c'est celui que je porterai. Merci, Monsieur le ministre Le Foll. Moi, je ne veux pas rajouter grand-chose sur tout ce qui a été dit, parce que je crois que ça a été suffisamment exhaustif par rapport aux enjeux, à ce qui a été fait, sur la question sanitaire, la nécessité qu'il y avait de prendre des décisions qu'on a prises pour faire en sorte qu'on y voit clair et qu'on rassure tout le monde. Moi, ce que je voudrais dire maintenant, c'est qu'il y a une perquisition, ça va sortir, là, c'est parti, donc vous avez été les premiers à être informés. Et en même temps, il y a aussi une responsabilité de chacun des acteurs, et en particulier de ceux qui dirigent les entreprises qui sont concernées. Parce que rétablir la confiance, c'est en partie notre responsabilité. Mais si au sein de l'entreprise, on ne montre pas que, par rapport à ce qui s'est passé, on en tire un certain nombre de conclusions sur un certain nombre de responsables, c'est sûr qu'après, il ne faut pas venir... Parce que je sais ce qui... Vous savez, dans cette histoire... on prend des décisions, on dit c'est bien, vous prenez des décisions. J'ai vu, dès qu'on a suspendu, c'était vous avez mis 300 salariés au chômage. Après, ça va être ah ben oui, mais c'est la confiance qui est perdue. Et puis, et qui est responsable? Toujours la même histoire. Là, il y a une responsabilité. Nous, on a assumé nos responsabilités. Et quand vous avez, à l'échelle européenne, une crise européenne, que vous allez, mercredi dernier, à Bruxelles, avec la présidence irlandaise, mon ami britannique, qui lui en plus a non seulement l'histoire Findus, mais des abattoirs qui ont abattu des chevaux avec des phénylbutazone, qu'on a retrouvés d'ailleurs, qui nous ont été notifiés. Dès qu'on a su, on les a détruits. Mais enfin, c'est une crise, et j'espère qu'on continue, nous, avec les tests ADN, et au niveau de la Commission, ça sera poursuivi. Mais si on apprend qu'avec cette viande de cheval, il y a au-delà même de la filière qu'on connaît, peut-être d'autres, et je ne l'espère pas, mais vous voyez un peu ce que ça représente. Donc on a intérêt d'assumer nos responsabilités de manière claire, ferme. Et ça peut coûter, et chaque décision qui est prise
est à chaque fois mesurée à l'aune des deux enjeux. Pourquoi on n'a pas retiré l'agrément et on l'a suspendu? C'est que si on retirait l'agrément, alors là, pour le redonner, ça prend plusieurs semaines. Le suspendre, c'était le moyen de pouvoir y voir clair sur la question sanitaire. Et franchement, le directeur de la DGL et puis mon conseiller au cabinet, ils sont là. Tout le week-end, à partir du jeudi, conférence de presse de Benoît Hamon, on envoie la brigade dès le vendredi. Je travaille tout le week-end. Hein. Et le dimanche soir, les premiers éléments, on les avait déjà. Lundi matin, il y avait un compte-rendu d'enquête qui était très clair et qui nous permettait de prendre des décisions en partie sur un certain nombre d'activités. Je le dis aussi ici devant cette commission, vendredi, on rendra public le rapport complet qui aura été fait par les services vétérinaires sur place. Complet. La transparence sera totale. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été contrôlé. Comme ça, chacun saura sur quoi nous nous appuyons pour prendre des décisions. Et à chaque fois, ces décisions sont mesurées avec la double responsabilité qui est la nôtre, une responsabilité vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis de l'ensemble de la filière, vis-à-vis de l'élevage. Et puis, il y avait aussi cette responsabilité liée localement à une entreprise qui était dans la difficulté. Mais je le redis là, devant vous, il y a aussi des responsabilités dans l'entreprise. Parce que les étiquettes, elles ne se changent pas toutes seules. Hein. Et il y a des gens qui... Bon, voilà. Donc, il y a ça aussi. Bon, je voulais vous le dire. Autrement, au niveau européen, ce qu'on va faire, c'est sur deux points un peu plus techniques. Il y a à la fois la question de la traçabilité, de l'étiquetage. On a demandé à la Commission européenne d'accélérer un rapport qui devait être produit à la fin de l'année pour qu'elle le fasse avant l'été, avec l'objectif de renforcer la traçabilité. Deuxième point, on a aussi un texte sur les normes, en particulier sur les normes liées à la viande, dans lesquelles il y avait de normer un certain nombre de viandes et pas toutes les viandes. On va faire changer et étendre l'ensemble du système de normes en y intégrant d'autres viandes, en particulier la viande de cheval. Il va falloir changer ça. On va regarder ce que disait Guillaume aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des agréments qui sont donnés à toute personne qui stocke de la viande. Mais les traders qui n'en stockent pas n'ont aucun agrément. N'importe qui, un sénateur aujourd'hui, qui a envie de faire de l'achat et de la vente, peut avoir un bureau, un ordinateur et mettre quelqu'un à faire du trading. Ça ne peut pas durer. Il va falloir qu'on les repère, qu'on les classe et qu'ils aient eux aussi une responsabilité. Pas les sénateurs, ceux qui font du commerce, bien sûr. Hein. Parce que vous êtes des élus de la nation. Et en conséquence de quoi, c'est les électeurs qui vous la donnent, la responsabilité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on a travaillé en commun sur la question des services. Dès que je suis arrivé, on avait à réfléchir, dans le cadre budgétaire que vous savez, aux priorités qu'on fixait et dans le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Forêt. Il y a deux priorités qui ont été fixées, l'enseignement agricole et les services vétérinaires. Et on est en train de travailler avec les syndicats sur la définition d'un plan stratégique pour le ministère de l'Agriculture dans lequel on intègre la question des services vétérinaires. Parce que, bon, et comme l'a dit Benoît, on ne revient pas, il y a eu des suppressions de postes. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour que le contrôle de l'État soit extrêmement ferme, clair et permette d'assurer la sécurité à la fois sanitaire pour ce qui nous concerne, mais globalement sur les tromperies à tous les Français. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai encore 9 demandes de parole. Et donc, vous avez bien compris que si on pouvait condenser les questions, ce serait pas plus mal. Monsieur Dubois. Merci, Président. Moi, je me joins aux collègues qui considèrent que cette crise est plutôt bien gérée. Ceci étant dit, moi, j'exprime une inquiétude parce que Gérard Bailly l'a dit très clairement tout à l'heure. Dans notre pays, la traçabilité est d'une efficacité, j'allais dire, presque redoutable. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, de grâce, pas de normes supplémentaires sur la traçabilité et en particulier pour nos agriculteurs. Parce que eux, s'il y a une boucle qui se décroche d'une bête quand elle est dans une pâture, ils sont contrôlés. Donc, vous voyez, je le dis ici avec beaucoup de simplicité, on est face à une fraude. Et moi, j'ai tendance à rejoindre le ministre Hamon. Face aux fraudes, je dirais il faut pénaliser.
il faut sanctionner, et certainement beaucoup plus fort qu'on ne le fait aujourd'hui. Moi, je suis plutôt dans une démarche qui consiste à dire plus de sanctions, mais pas, je dirais, d'atteinte à la compétitivité et à plus de normes, on en souffre déjà beaucoup. Ça, c'est ma première observation. Et la seconde, je dirais, concerne beaucoup plus je dirais, le ministre de l'Agroalimentaire. J'ai noté une de ses phrases tout à l'heure qui disait, et je pense que ça va réjouir les producteurs, finalement, on a une vraie problématique, c'est que le prix de la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors, moi, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, comment on peut faire en sorte qu'effectivement, on ait des produits alimentaires vendus au juste prix. Parce que ça, je pense que ça intéresse beaucoup de monde, et en particulier les producteurs. Il y aurait d'avoir des produits qui soient vendus au juste prix, parce qu'effectivement, on n'a pas de tarif de première nécessité dans le domaine alimentaire. Donc, comment vous faites? Voilà, c'est... Merci, Monsieur Mirassou. Rapidement, si possible. Oui. Moi, je remercie les ministres des explications qui ont été données, et singulièrement par rapport à ce qu'a dit Stéphane Le Foll à l'instant, et qui a expliqué de manière très claire qu'il n'y avait pas quand même une génération spontanée d'étiquettes. Donc ça veut dire qu'il y a eu fraude, c'est patent. Et en même temps, au passage, pourquoi ne pas le dire, quelques larmes de crocodile de gens qui se sont évertués pendant quelques heures à expliquer aux salariés qu'ils étaient en quelque sorte les otages d'une suspension qui était quasiment inévitable. Et là, il y avait des pensées et aussi quelques arrière-pensées. Alors, tout à l'heure, on a expliqué qu'un profit à court terme, 6 mois de 550 000 euros, 750 à plus forte raison, on comprend que ça fasse travailler les imaginations de ceux qui sont les moins scrupuleux. Pour autant, dans la même discussion, on discute des circuits courts, et là, pour les besoins de la cause, c'est plus un circuit court, c'est même plus le grade 8, c'est encore plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème qui se pose à l'échelon européen, mais quand M. Garot nous explique à juste titre que c'est difficilement compréhensible qu'on arrive en bout de course à des plats cuisinés à 1 ou 2 euros, ça veut dire quand même aussi, dans l'intervalle, que ça correspond à une forme de demande. On est en dépression, on est en crise de pouvoir d'achat, et il y a en quelque sorte un effet d'aubaine. Et l'enjeu, ça consiste à faire en sorte qu'on puisse tirer le qualitatif vers le haut, tout en restant dans un domaine qui soit accessible sur le plan des prix à la vente. Et ça concerne bien sûr l'Hexagone, mais bien au-delà, le niveau européen. Merci. Je dois dire que par rapport à la remarque du sénateur Mirassou, s'il y avait des lasagnes à la viande de cheval, ce n'était pas un scandale. Et qu'au niveau nutritionnel, Monsieur Retailleau. Vous êtes taquin, Monsieur le Président. Toujours. Vous êtes taquin. Alors, quelques mots. Oui, je sais, ça s'exerce souvent à mon encontre, mais de façon sympathique toujours. Alors, plusieurs points. Le premier, c'est que je crois effectivement, pour dire ce qui a déjà été dit par d'autres, que la réponse des uns et des autres a été, je trouve, très appropriée. Je pense que cette réponse, elle doit être élargie. Elle doit être élargie parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le débat central pour le relèvement économique de la France, c'est la réindustrialisation. Et on a avec l'industrie agroalimentaire, un des atouts extraordinaires qui récapitule en plus ce que nous sommes, la culture gastronomique, l'agriculture avec nos territoires, le savoir-faire avec les process industriels qu'on a inventés. Et je pense qu'à chaque décision, il faut conserver à l'esprit cette donnée qui est importante. Alors, élargir la réponse, ça veut dire l'élargir vis-à-vis des consommateurs, traçabilité et transparence, sœurs jumelles et même siamoises. Ce que je veux dire quand même, c'est que, sans faire du consumérisme, parfois, ça consiste à ce que chaque ministre, je vous le dis, mais c'est au-delà des différents gouvernements de droite et de gauche, que chaque ministre de la consommation fasse sa loi. Les classes actions, attention aussi. Oui pour la transparence, oui pour que le consommateur retrouve confiance, le curseur devra être ajusté. Réponse élargie aussi sur la politique de la filière. On est tous de territoire et on voit bien que les industries agroalimentaires ont souvent de la peine, alors que notre agriculture est puissante, qu'elle est productive, à utiliser les matières premières
Voilà pour cette audition. Nous reviendrons bien entendu plus largement dans notre édition de 19h sur cette question de la viande de cheval. Mais tout de suite, c'est l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit ce soir l'ancienne ministre et actuelle députée UMP des Yvelines, Valérie Pécresse. Bonne soirée à tous.